La première personnalité que nous recevons, la première de ces masterclass, nous allons la vivre avec Étienne de Sward. Étienne, c'est quelqu'un qui a du flair, on peut le dire. Il a créé la parfumerie État libre d'Orange. C'est une parfumerie de niche, on reviendra tout à l'heure sur ce qu'elle est très réellement. Et puis, c'est une parfumerie qui ose la provocation dans toutes ses dimensions et l'audace sans limite. C'est même une marque de fabrique. Étienne, c'est un homme qui sent le soufre, ou en tout cas qui aime bien qu'on le croit et qu'on lui attribue cette odeur-là. Mais ils ne sont pas que ça. Et ils sont aussi une certaine intelligence et il a réussi à vaporiser complètement les codes de la parfumerie et du milieu et les repères des clients, c'est ce qu'il cherchait. Bonjour Étienne. Bonjour Anne, merci. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je vais peut-être un peu tenir le micro. Merci, mais c'est très élogieux. Je ne sais pas si vous m'entendez. Écoutez, en tous les cas, je suis très fier d'être à Brest. Je crois que je suis rien d'autre qu'un affairiste. Et je suis venu aussi aujourd'hui parce que j'avais une petite pensée dans toutes mes affaires que je fais depuis quelques années pour un monsieur qui s'appelle Jacques Damas. Alors ce nom vous dira peut-être pas grand-chose, mais il est de Brest. Il est né juste un peu avant la Seconde Guerre mondiale et Jacques était un des grands collectionneurs d'art contemporain et c'est un monsieur qui a marqué tout le XXe siècle. Et Jacques était quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Alors quand Renan m'avait appelé et m'avait dit « Est-ce que ça vous intéresserait de venir faire une petite présentation ?» Je lui ai dit « Mais Renan, je suis un sale affairiste, qu'est-ce que je viendrais faire autour de l'univers de la passion ?» et en fait, je le fais aussi parce que je trouve ça très intéressant comme initiative. Et je le fais aussi en mémoire de Jacques Damas, qui est un monsieur qui a beaucoup compté pour moi, aussi pour la ville de Brest et pour l'art contemporain du XXe siècle. Oui, alors une référence brestoise, d'accord, mais cette réponse, elle est bizarre. Je suis un affairiste. J'ai l'impression que ça aussi, ça fait partie de la provocation de ce personnage. Vous avez voulu titrer cette masterclass l'éloge de l'impertinence avec un sous-titre « Provoquer pour séduire ». C'est tout à fait vous, ça? Non, je ne sais pas. Alors, peut-être essayer de vous résumer mon parcours. Moi, je suis pas un parfumeur, je suis un parolier des parfums. J'ai grandi dans le groupe LVMH et dans le groupe LVMH, il y a de nombreuses années, j'écrivais des concepts pour la branche parfum et cosmétiques. Et un jour, je me disais que tout le monde attendait le parfum Vuitton. Alors, ça me faisait sourire. À l'époque, c'était au début des années 2000. Et j'avais dit au comité exécutif de Vuitton, écoutez, tout le monde attend le parfum Vuitton. Faites un pied de nez à l'industrie et sortez un parfum pour chien. Ça serait un joli contre-pied pour la marque Vuitton. Et ça les avait amusés. Du coup, j'avais écrit un concept autour des parfums pour chiens. Et donc, c'était un jeu d'audace et un jeu d'impertinence. Et c'est là que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. LVMH m'avait financé à travers l'une de leurs structures cette aventure de parfum pour chiens et qui était une jolie petite aventure d'audace, d'impertinence dans l'univers du parfum, mais qui avait beaucoup marché à l'étranger. Et voilà, et donc j'ai pris comme parti pris ou comme marque de fabrique de lancer des concepts qui sont des concepts souvent dans l'existentialisme. Alors j'aime bien cette notion, j'ai vu Jean-Paul Sartre dans la présentation, et il y a d'une manière générale dans la passion une volonté d'existentialisme. Alors moi je suis plus un littéraire qu'un marketeur au final, et la passion elle puise souvent dans les mots. Et l'existentialisme, si on revient à la définition latine, j'avais une mère et une grand-mère qui étaient des profs de lettres, et c'est vraiment sortir du sillon. Exister, c'est sortir. Et cette notion d'impertinence, elle puise en fait dans des notions d'existentialisme. Si vous voulez vous sentir vivant, si vous voulez marcher sur des chemins un peu moins fréquentés, eh bien l'impertinence et la passion sont des choses essentielles. Et État libre d'Orange puise justement aux sources mêmes de cet existentialisme, en proposant des parfums un peu décalés. On est une marque qui est née dans le Marais, au 69 de la rue des Archives. Donc le numéro était intéressant pour l'érotisme qu'il y a dans les parfums et les légitimités autour du parfum. Mais au 69 rue des Archives, ce qui était intéressant, c'était une boutique d'angle, une parfumerie d'angle. Et l'angularité fait partie justement de cette impertinence. Et État libre d'Orange est né avec 3-4 parfums très décalés. Le premier s'appelait Sécrétion magnifique, tout un travail autour des muqueuses, sueur, salive, sang et sperme, donc de l'impertinence. Mais quand vous amenez de l'impertinence, vous amenez de l'émotion. Et quand vous amenez de l'émotion, par exemple, à un parfumeur et que vous l'amenez en dehors des sentiers battus, vous avez d'un seul coup une sorte de réaction en chaîne d'émotions. Et les projets, souvent, par l'impertinence et par la passion,
peuvent exister sans un soutien financier important, rien que par le jeu des passions. Alors j'aimerais justement, Étienne, qu'on revienne sur la manière dont tout ça s'est monté. Vous nous dites LVMH au départ, d'accord. Les parfums pour chiens, on est déjà dans quelque chose qui va chercher à vivre, à donner de l'existence, à ouvrir les yeux, à provoquer. Et puis, État libre d'Orange, c'est venu comment dans la continuité de ce parcours pas classique? Alors, État libre d'Orange, et d'une manière générale, quand j'essaye de penser un concept, je me dis, en fait, la passion, c'est un outil formidable pour harponner. Je me demande si je ne suis pas un imposteur de niveau 7. Alors, les imposteurs de niveau 7, c'est soit des religieux, des politiciens ou des gens qu'on enferme. Et chez État libre d'Orange, et d'une manière générale, je trouve que la passion, c'est un superbe outil façon Capitaine Achab, façon Moby Dick. Quand vous amenez de l'émotion, quand vous amenez de la passion, quand vous amenez de l'impertinence, eh bien d'un seul coup, vous avez des clés pour toucher le cœur des hommes. Alors le parfum, c'est intéressant parce qu'on touche aussi le nez, mais ce qui est intéressant à travers la passion, c'est que d'un seul coup, vous faites ce petit pas de côté qui vous permet d'aller frapper des gens et d'un seul coup d'avoir accès à leurs ressources, d'avoir accès à leurs émotions et de débrayer certains codes et de s'ouvrir plein de portes. Oui, mais en même temps, votre démarche, et ce qu'on est obligé de faire pour provoquer l'émotion, la passion, c'est d'aller très loin et parfois dans le politiquement incorrect. C'est votre démarche. Oui, alors oui, c'est une des démarches. Je crois que la démarche, elle est surtout dans l'éclectisme, c'est-à-dire ne pas avoir de tabou. Quand vous invitez un parfumeur et que vous allez lancer un nouvel Estée Lauder, ou un nouveau Dior, ou un nouveau Kenzo, ou un Lancôme, vous avez un tel risque financier que vous ne pouvez pas en fait vous exprimer comme vous voulez et transférer énormément d'émotions au parfumeur parce que l'enjeu financier est tel que le parfumeur va être obligé de proposer de la consensualité. Et c'est normal parce que le retour sur investissement, quand vous vous appelez Lancôme, est énorme. Et donc, du coup, chez État libre d'Orange, la passion, l'impertinence, c'est d'un seul coup un fantastique levier d'émotion pour le parfumeur. Si vous êtes né prince saoudien et si vous avez beaucoup d'argent, il faut dupliquer ce qui existe en mettant plus de moyens. Et si vous n'êtes pas né prince saoudien et si vous êtes sans le sou, la seule façon de faire exister les choses, c'est d'aller à la marge. Et donc, chez État libre d'Orange, et d'une manière générale dans mon parcours, j'aime les sentiers les moins fréquentés, j'aime justement aller à la marge. Alors la marge, c'est de la radicalité. C'est par la radicalité que d'un seul coup, vous avez vos effets de levier les plus fantastiques. Et donc, chez État libre d'Orange, eh bien, plutôt que de parler de séduction ou de beauté un peu nunuche, un peu mièvre, chez État libre d'Orange, on parle de sécrétion magnifique. Quand on lance un parfum autour du rituel d'une femme fatale, eh bien, on appelle notre parfum Putain des Palaces. On va le découvrir peut-être, puisque vous nous avez apporté quelques images sur effectivement l'univers que véhicule ce parfum, que véhiculent ces parfums. Et nous allons, peut-être avec le son, si c'est possible. Je ne sais pas. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que tous nos parfums, nous signons à l'encoignure. D'abord parce qu'on a une parfumerie d'angle, mais parce que c'est sur les angles, que c'est sur les frontières que les exercices sont possibles. J'aime beaucoup une phrase qui n'est pas de moi, qui est de Valérian et Laureline, de Pierre Christin. Il disait « Sur les frontières, ce sont des lieux où tout commence, où tout finit. Ce sont des lieux de contrebandiers, de double langage et de double nature. » Et j'aimais bien cette expression. Et je cherchais, en ouvrant État libre d'Orange, une parfumerie d'angle pour signer à l'arête des flacons comme une volonté de guillotiner le mauvais goût. Et donc chaque parfum signe en angle parce que c'est dans le contre-pied que justement on étonne, c'est dans le contre-pied qu'on donne de l'émotion. Et par exemple chez État libre d'Orange, le parfum s'appelle Putain des Palaces, mais vous avez à l'intérieur, alors je vais faire un peu le commercial, mais vous avez un jus, c'est-à-dire une création olfactive d'un très grand parfumeur qui est à 5, 6, 10 fois le prix d'un Dior ou d'un Lancôme. Et c'est dans ce contre-pied que les choses existent. Je voudrais qu'on revienne sur cette question des marges. J'entends bien, on comprend le raisonnement pour frapper, pour donner de l'émotion, frapper l'imagination, on va chercher les marges. Mais quand même, vous ne m'avez pas répondu. Aller chercher les marges, dans votre cas, c'est aller dans le politiquement incorrect. Est-ce qu'on ne peut pas aller à la marge sans être dans le politiquement incorrect? Je crois qu'on peut aller à la marge, surtout si never suspected, c'est aussi une des attitudes quand on veut aller à la marge.
Je crois qu'aller à la marge, c'est pas que dans un radicalisme sexuel. Aller à la marge, c'est dans un exercice inattendu. Oui, c'est un peu ça pour moi, l'exercice à la marge, c'est de ne pas être attendu, de surprendre. Il y a un exercice de la surprise, l'audace, d'originalité et une volonté d'être très vivant. État libre d'Orange, on accueille en fait, j'ai envie de dire, j'allais dire tous les névrosés du parfum. Non, mais j'ai souvent eu comme définition chez État libre d'Orange, quand on a des gens qui sont un peu plus... un peu à la recherche de choses un peu différentes, je dis qu'État libre d'Orange, c'est le dernier rempart consumériste avant le suicide. Alors du coup, on perd un peu de clients de temps en temps, mais... C'est paradoxal, ça, le dernier rempart consumériste avant le suicide. Non, ce que je voulais dire, c'est que les mots et la passion, mais la passion passe souvent par des mots et des images, sont des outils extrêmement puissants. Et à la limite, le parfum n'est juste un prétexte. Et ce qui est intéressant, c'est de choisir le bon mot au bon moment. Et chez État libre d'Orange, en fonction de la personne que vous avez en face de vous, vous pouvez soit répondre dans une qualité matière, soit répondre dans une impertinence, jouant sur tous les codes de la névrose. De la névrose. Vous aviez envie de le dire. Mais si, c'est un petit peu ça. Et puis quand on parle effectivement de consumérisme comme solution à ces névroses, je me demandais en fait si cette façon de travailler qui est la vôtre, celle d'État libre d'Orange, ça n'est pas finalement réservé à des activités de niche. Est-ce que ce côté provoquant, ce goût pour aller chercher les personnes dans ce qui va les surprendre le plus, c'est pas simplement pour des niches comme la vôtre? Tout le monde ne peut pas le pratiquer. Oui, alors, je peux vous donner... Oui, en effet, dès que vous amenez de l'audace très très forte, vous amenez un enjeu financier qui est considérable. Quand on a une marque qui est installée depuis 3-4 générations et qui pèse plusieurs centaines de millions d'euros, on a un territoire créatif qui est très limité. J'en veux pour preuve, mais mon expérience dans le groupe LVMH et ailleurs, j'ai souvent en fait été un concepteur-rédacteur un peu pubard pour des grands groupes et je faisais des ménages en écrivant des concepts. Et à chaque fois que j'amenais des concepts forts, on me disait « Non, mais alors là, tu es gentil, mais cette histoire-là, tu la gardes. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous. L'enjeu financier sera considérable. » Et c'est là que d'un seul coup, la niche arrive. La niche arrive justement parce que plus c'est dangereux, moins les grands groupes y vont. Donc plus vous êtes saoudien et plus vous allez sur... Excusez-moi, j'ai rien contre les saoudiens, mais plus vous êtes enrichi et installé, et plus il faut en fait faire des choses qui vont chercher assez peu d'originalité. Quand vous amenez trop de radicalité, le risque est fort. Et donc, c'est justement cet espace pour les niches. Mais tout est un éternel samsara, parce que quand vous lancez, quand vous êtes une niche, eh bien, vous créez, et puis plus vous devenez grand, et moins vous êtes original. Et c'est plus difficile. Je voudrais vous montrer une petite vidéo, qui est l'une de celles que vous nous avez apportées, qui, à mon sens, traduit bien la proposition... la proposition qui est la vôtre. Alors, le son est très faible. Oui. Mais... Alors, l'un des premiers parfums qui est à l'origine de l'État libre d'Orange s'appelle Sécrétion magnifique. Mais c'était un texte que j'avais écrit il y a très longtemps, quand j'étais donc salarié du groupe LVMH. On m'avait dit, tiens, il y a Alexander McQueen qu'on va lancer, il nous faudra un concept un peu radical. Alors j'avais travaillé sur quelque chose qui s'appelait le virus. Virus, c'était le nom que l'on voulait lancer, et c'était autour justement des muqueuses. Et la passion amoureuse, par moment, vous perdez un peu les pédales et vous êtes coincé quand vous rencontrez quelqu'un. Donc c'était le texte écrit pour le projet de parfum sur Alexander McQueen. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes un peu coincé entre de l'attraction et une volonté de vous protéger. Donc c'était toute la thématique du virus. Le parfum devait s'appeler Virus. Et donc c'était les 4 S, sueur, salive, sang, sperme, quelque chose que j'avais piqué dans une BD de Bilal de 1979. Donc une BD que j'avais lue quand j'étais tout petit. Et donc ce travail des sécrétions, on m'avait dit, non mais alors t'es gentil Coco, là ton virus et ton exercice de voleur de salive, des muqueuses, du cheminement viral de l'autre, etc., tu te le gardes pour toi, on va jamais faire. Et donc, État libre d'Orange, je me suis dit, mais dis donc, à chaque fois que je me suis fait envoyer dans les roses avec des concepts novateurs qui amènent de l'émotion, que ce soit au consommateur final
ou au parfumeur et toute cette chaîne créative qui va jusqu'à la création d'un parfum, jusqu'à la fabrication d'un parfum, je me suis dit, mais prenons le processus inverse, est-ce qu'on ne pourrait pas installer une petite maison qui du coup se nourrisse d'impertinence, qui ne soit pas contrainte par des enjeux financiers, et c'était le début des Talibs d'Orange. Après, j'ai eu beaucoup de galères et j'ai fait rentrer des Chinois. Ça, c'est effectivement la vie de l'entreprise. Mais en fait, à vous écouter, je me pose une question. Le thème de 360 possible cette année, c'est la passion. La passion et l'innovation. La passion et la manière dont elle alimente l'innovation. En fait, j'ai l'impression que pour État libre d'Orange, l'innovation, c'est d'utiliser la passion des clients, leur passion, pour faire avancer l'entreprise. C'est ça ? Oui, alors chez État libre d'Orange, c'est d'abord chercher des petits fils d'Ariane qui amènent de l'émotion à un parfumeur. Et un parfumeur, si vous ne lui amenez pas de l'émotion, si vous lui dites des choses un peu clichés, il ne vous donnera pas quelque chose de différent. Je crois beaucoup à cette sincérité dans la chaîne de production de tout projet. Si vous avez une rupture de sincérité, vous êtes dans la tricherie. Et donc je crois beaucoup à, si vous voulez avoir un produit final, quel qu'il soit, avec un minimum de valeur ajoutée, j'ai envie de dire existentielle, il vous faut au début créer de l'émotion très très forte, créer quelque chose de différent. Et donc chez État libre d'Orange, si vous voulez quelque chose de différent dans le flacon, il faut raconter une histoire différente au parfumeur, il faut l'amener sur de l'émotion, et en ça, vous réussissez. Et c'est en ça qu'est l'honnêteté et la sincérité de beaucoup de maisons de niche, que ce soit des fabricants de bière, que ce soit des fabricants de parfums, que ce soit même des fabricants de mode, etc. Je crois que la sincérité, l'originalité, l'audace, c'est vraiment l'ADN constitutif. Et la passion, oui, la passion est un des leviers et de toutes ces méthodes, j'ai envie de dire, pour rester vivant. Mais est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal de revendiquer la sincérité quand on utilise les passions potentielles de ses clients ? Je crois que le grand principe quand on se lève le matin, c'est take the money and run. Et non, plus sérieusement... Le plus vite possible. Non, le plus vite. Je crois que si vous n'êtes pas fondamentalement convaincu d'être dans quelque chose de juste et bon et quelque chose d'émotionnel, vous n'arriverez jamais à déplacer des montagnes. Et je crois que la passion, d'abord, elle est à vos propres services. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous voulez convaincre les autres, il faut être convaincu soi-même. Donc il faut savoir, en fait, j'ai envie de dire, quasiment s'affabuler soi-même pour se créer cette passion. Et la passion est quelque chose qu'il faut protéger au quotidien face à toutes les difficultés de la gestion d'une entreprise. Donc la passion, c'est un moteur pour déplacer les montagnes, c'est-à-dire et convaincre les autres. C'est un formidable moteur pour convaincre. Puis la passion, c'est une souffrance. Et c'est marrant parce que quand j'écoutais tout à l'heure, je me disais les fruits de la passion. Moi, je viens d'une île de Nouvelle-Calédonie et les fruits de la passion, ça se dit pomme-liane. Donc la passion, c'est quelque chose de liant. C'est quelque chose qui vous permet d'interconnecter et c'est une chaîne de fédération des émotions, une sorte de nécessité. Vous qui travaillez autour de la passion de vos clients, des émotions que vous provoquez, est-ce que vous-même vous êtes un passionné ou est-ce que vous êtes ce que vous annonciez au départ, un cynique ? J'ai du mal à y croire. Je ne sais pas. Un jour, j'avais dit à Jacques Damas, qui est ce breton magnifique, je vous invite à googler pour voir son parcours dans la vie, j'avais dit à Jacques, ça faisait 7 ou 8 ans que j'avais lancé État libre d'Orange, et je lui dis, mais je ne suis pas parfumeur, je suis juste un parolier, une sorte de petit auteur, et en fait, je suis juste un imposteur. Et il m'a dit, mais que c'est beau d'être un imposteur. Et alors, il m'a dit, ben, regarde, on va faire un joli parfum ensemble. Et on a fait un très beau parfum qui, au final, puise ses racines dans la culture de Jacques. C'était en 2012. Alors je lui dis, je suis un imposteur. Il me dit, c'est beau d'être un imposteur. Et il m'a dit, tu sais ce qu'il s'est... Il habitait au-dessus du théâtre du Châtelet. Magnifique appartement. Et il était un vieux curieux, un vieux monsieur à la fin de sa vie. Et je l'amusais. Et il y avait une sorte de Pygmalion. Et il me dit, en 1912, tu sais ce qui s'est passé il y a 100 ans. Et il pointait le théâtre du Châtelet. Et il m'a dit, en 1912, sache que Nijinsky dansait ici. Alors je lui dis, oui, Nijinsky. Il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que Nijinsky? Alors je lui dis vaguement les ballets russes. Il me dit, oui, mais encore.
Et alors, je lui dis, ben, je sais pas, l'après-midi d'un faune. Et il me dit, mais oui, tu trouves pas que ça serait un joli nom pour un parfum, l'après-midi d'un faune? Et de poursuivre, il me dit, tu vois, il y a eu Stéphane Mallarmé, le poète, qui a fait ce prélude à l'après-midi d'un faune. Il y a eu la musique de Debussy. Il y a eu la peinture de Bakst. Il y a eu la danse de Nijinsky, ce plus grand des danseurs de tous les temps. Il y a eu cette scénographie de Diaghilev. Et tu ne penses pas que cette synesthésie pourrait se terminer avec un parfum? Et voilà, et donc, État libre d'Orange, c'est la passion de Jacques Damas qui me transfère ça. Et donc, la passion, c'est aussi savoir être ouvert, c'est savoir jouer tous les éclectismes, jouer tous les codes. Et vous m'avez répondu avec sa passion à lui et pas sur la vôtre. Mais vous, la passion, passionné? Oui, oui, passionné. Je crois que si vous n'êtes pas passionné, c'est très dur de rester en vie et affronter cette croisade du quotidien. Et oui, passionné. Et donc, du coup, la passion, c'est, je crois qu'être passionné et du coup d'en faire un affairisme, quel qu'il soit, vous êtes coincé quelque part entre la sincérité, ou une version extrêmement sincère, ou une version des plus sophistiquées de l'imposture. Et c'est très rigolo parce qu'il y a une sorte de contre-pied entre la réelle passion et d'un seul coup la transformation de cette passion dans un mercantilisme quel qu'il soit. Et là est tout l'art du contre-pied. Donc voyez en moi quelqu'un de passionné et en même temps un affairiste romantique. Une dernière question avant de conclure et de passer aux questions de la salle. La passion, la vôtre dans l'entreprise, on a entendu. Et puis celle de vos équipes. Est-ce que pour monter un projet comme celui-ci, il faut que tout le monde dans l'équipe soit passionné? Il faut j'allais vous dire une bêtise, pardon. Il faut. Allez-y, il n'y a pas de problème. Non, le management par la terreur, non, je plaisante. Oui, il faut savoir transférer cette passion. Alors, surtout les premiers temps de l'État libre d'Orange, quand j'étais tout seul, sans mes investisseurs asiatiques, il fallait du coup convaincre et passionner les gens, etc. Mais oui, il faut des gens passionnés pour aller évangéliser au bout du monde. Quand j'en vois en Iran, partout nos training managers pour former en Iran, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, aux États-Unis, oui, ce sont de super évangélistes. C'est quelque chose de très religieux en fait, l'affairisme passionné. Donc je crois que les codes de la religion, que ce soit l'apostolat, l'évangéliste, tout ça c'est une même chose. C'est un copier-coller de textes inventés il y a 2000 ans. C'est pas terrible comme réponse, mais je suis désolé. Oh, mais ça nous donne des pistes. En conclusion, qu'est-ce que vous voulez nous faire passer? La passion, elle est d'abord la passion du Christ que j'envoyais. Donc la passion, elle est dans la souffrance, elle est dans l'apostolat. Enfin, je sais pas. Donc j'essaye de... Et elle est dans la transmission. Oui, la transmission... Et l'échange? Oui, l'échange. Qu'est-ce que vous voulez nous laisser comme message? On va se disperser tout à l'heure. Ceux qui d'entre nous garderont de l'étonnement, certainement, de l'intérêt pour ce que vous avez dit, vous avez envie qu'ils repartent avec quel message? Si vous êtes passionné et que vous faites du business, je crois que si chaque matin vous vous levez en vous disant « Merde, je suis lost in translation », c'est que vous tenez le bon filon. Non, je ne sais pas si vous avez compris, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une confusion entre passion et business. Et il y a une vraie confusion. Et donc, c'est très amusant, cette confusion qui va vous animer, où d'un seul coup, vous avez la casquette de passionné, et puis l'autre, vous avez la casquette pour faire face aux URSAF, etc. Et oui, et donc, du coup, soyez dans le doute. Hein, la seule certitude que vous aurez, c'est d'être dans le doute. Elle n'est pas de moi, elle est des proches. Et comme vous aimez bien les références à la psychiatrie, vous m'avez dit quand on a préparé, soyez schizophrène. Oui, il y a la bipolarité et le traitement au lithium, ça fait partie des nécessités si vous voulez faire du business dans la passion. Merci beaucoup, Étienne.